C'est-à-dire qu'il y a vraiment cet aspect authentique et cet aspect réel en fait où les gens peuvent réellement s'identifier à vous. Le concept d'identification et d'exemple, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour garder en attention et garder en haleine une audience, mais aussi pour développer votre personal brand et faire ruisseler le storytelling sur tous les aspects de votre business. Donc ça renforce vraiment une authenticité et les gens vont vraiment se passionner pour vous. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Mindflow. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver pour un épisode qui me tient énormément à cœur. Donc c'est un épisode, comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, qui va parler du storytelling. Alors, le but de cet épisode aujourd'hui, c'est pas de vous faire une giga masterclass sur le storytelling, mais c'est vraiment de, comme d'habitude, pouvoir expliquer ce concept-là, le vulgariser un petit peu et de voir comment est-ce qu'on peut l'adapter à la création de contenu et plus spécifiquement à la création de contenu pour du format podcast vidéo. Donc pour commencer, je vais vous donner, pour rentrer dans le vif du sujet, une définition standard classique du storytelling. Donc le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires de manière à captiver et engager une audience. Il s'agit d'une technique utilisée dans divers domaines comme la publicité, la littérature, le cinéma, l'art, le business et le marketing pour rendre des concepts abstraits, plus tangibles et mémorables à travers des récits qui sont concrets et émotionnellement engageants. Ce que j'aimerais que vous reteniez dans cette définition du storytelling, c'est qu'on parle de entre 2 et 3 concepts qui sont vraiment hyper importants, qui vont faire que vos vidéos vont fonctionner. Vous allez réussir à captiver une audience, peu importe la manière, que ce soit à l'écrit, à l'oral, mais dans notre cas, avec la vidéo. Il y a un premier concept qui concerne l'aspect émotionnel. C'est-à-dire que si, et ça paraît logique dit comme ça, si vous ne cherchez pas à susciter des émotions chez les gens qui vont soit vous lire, soit vous regarder dans le cadre d'une vidéo et ou d'un podcast, ça sert absolument à rien de raconter une histoire de manière monotone. C'est vraiment hyper important de mettre l'accent sur quelles sont les émotions que je vais aller chercher à engager chez la personne, chez le spectateur que j'ai en face de moi pour pouvoir essayer de vraiment captiver son attention et pour pouvoir derrière en faire quelque chose. Parce que le but, c'est de capter cette attention et ensuite de pouvoir la transformer. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Ça, c'est le premier concept que j'aimerais que vous reteniez. Et le deuxième qui est un petit peu lié finalement, c'est l'aspect de la captation, l'aspect du hook. On y revient souvent. Raconter une bonne histoire, ça commence toujours par capter l'attention de la personne. Et pour capter l'attention de la personne, on a besoin d'un fait. Alors, il ne faut pas non plus que ce soit abusé, parce que sinon, là, on rentre dans du théâtre ou du cinéma. Mais il faut qu'il y ait vraiment cet aspect engageant émotionnellement, d'accroche, cette notion d'accroche de hook qui est hyper important. Si derrière, tu n'as pas de hook quand tu veux commencer à raconter une histoire, etc., ça va être super compliqué de pouvoir garder l'attention de ton audience. Ceux qui qui sont très bons en création de contenu, que ce soit même d'ailleurs dans des domaines comme l'art, comme dans les livres, etc., c'est des gens qui arrivent à capter l'attention du spectateur dès le départ et qui arrivent à la garder le plus longtemps possible. Donc on a ce qu'on appelle le système avec le hook et ce qu'on appelle derrière la rétention. La rétention, ça va être combien de temps est-ce qu'on arrive à garder l'attention de la personne. Et le hook, c'est vraiment le point central, le pilier du point de départ qui va guider tout le reste. Et d'ailleurs, des hooks, l'idée, c'est pas d'en avoir qu'au début, mais d'en avoir à plusieurs moments lors d'un récit ou lors d'une histoire pour qu'on puisse garder le plus longtemps possible l'attention. C'est-à-dire qu'au plus l'attention va s'amenuire, donc en fait, vous allez avoir le hook au départ, vous allez avoir l'attention qui va diminuer au fur et à mesure, ce qui est logique, à moins que vous ayez un contenu qui soit hyper engageant, etc. Mais pour le garder et pour créer un contenu hyper engageant, l'idée c'est de remettre ce qu'on appelle des hooks derrière. Donc il y a des techniques qui existent en création de contenu pour les Reels, pour Instagram, avec la technique du double hook. Enfin voilà, il existe pas mal de petites choses, mais l'idée c'est de remettre des hooks au niveau de son récit pour pouvoir capter le plus longtemps possible l'attention d'une personne et de pouvoir la garder dans le temps, ce qu'on appelle du coup la rétention. Ça, c'est le deuxième aspect très important. Et le troisième aspect qui est ultra important, et on reviendra dessus plus en détail dans cet épisode, c'est l'aspect tangible. Donc la transformation entre rendre un concept abstrait en le rendant tangible. L'idée, c'est vraiment de pouvoir illustrer avec des exemples concrets des éléments que vous allez raconter. Par exemple, si je vous raconte comment est-ce que j'ai paramétré mon podcast sur Spotify en vous disant voilà, là j'ai changé, je suis passé de chez Ocha à Spotify for Podcaster en vous racontant par A plus B les détails techniques de ce que j'ai fait,
vous n'allez pas forcément vous en rappeler déjà de 1 parce que c'est pas très visuel et c'est dur à s'imaginer, que si je vous donne des exemples hyper concrets en vous disant en fait tu appuies sur tel bouton comme si tu faisais telle ou telle action. L'exemple que j'ai pris n'est pas idéal, mais dans l'idée c'est de pouvoir transformer quelque chose d'abstrait en très concret avec un exemple auquel tout le monde peut se fier. Ce que j'explique aux gens, c'est ce que, par exemple, pour vous donner un autre exemple un peu plus concret, moi ce que j'essaye de faire avec le podcast maintenant, c'est de me créer donc un petit écosystème et sous 2 manières différentes. J'ai 2 principales offres maintenant. Une offre de prestation de service où en fait je vais faire du podcast vidéo pour des personnes, faire de la création de contenu, etc., gérer du contenu, où je vais vendre mes services, je vais faire de la prestation de service, donc ça c'est ma première activité. Et j'ai une seconde activité que je développe maintenant qui a pour but d'apprendre aux gens à créer leur propre podcast vidéo pour leur générer des opportunités professionnelles, des opportunités business. La première activité que je vous ai décrite, qui est la prestation de service, cette activité-là, je vais, entre guillemets, pêcher pour les gens. Donc je vais aller pêcher comme si j'allais un pêcheur, aller pêcher pour des gens. Et dans la seconde activité, si vous me suivez bien et que vous avez bien compris, j'apprends aux gens à pêcher. Et quand j'explique ça à des personnes qui ne connaissent absolument pas le domaine de la création de contenu, du marketing digital et même de l'entrepreneuriat de manière générale, c'est hyper concret que si je leur disais, écoute, cette offre-là, c'est plutôt du done for you et l'autre offre que j'ai, c'est du done with you. C'est un concept marketing hyper abstrait. Et là, le fait de le rendre concret en disant, dans ce cas de figure-là et avec cette activité, je vais pêcher pour mes clients. Et de l'autre côté, je vais apprendre à mes clients à pêcher. Donc ça, c'est des exemples qui sont hyper concrets, mais qui permettent tout de suite en fait aux gens qui me suivent, des gens qui même sont des clients ou pas forcément encore, et des gens qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là, de me faire comprendre en fait par tout le monde. Et l'avantage de se faire comprendre par tout le monde, c'est qu'on peut capter l'attention d'un plus grand nombre de personnes que si on était ultra spécifique et ultra jargon. On employait des termes techniques en permanence. Mais c'est comme tout, c'est un dosage entre avoir du jargon et en même temps d'être, on va dire, assez ouvert et accessible pour pouvoir capter l'attention d'un groupe de personnes, certes spécifiques, mais qui soit quand même assez large. D'être pas trop non plus dans l'ultra spécificité, même si c'est ce que je recommande énormément au départ, à la base. Donc du coup, pour résumer, ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que dans cette définition, on a 3 aspects qu'on a pu voir. C'est l'aspect émotionnel, donc émotionnellement engageant. Ensuite, on a un second aspect qui est les rendre des concepts abstraits plus tangibles. Et le troisième, et pour moi qui est l'un des plus importants, c'est l'aspect hook. Donc comment captiver dès le départ, avec une phrase d'accroche, avec un concept accrocheur, l'attention des personnes qu'on a, qui vont nous regarder, qui vont nous lire, etc. etc. Donc, dans cette première partie de vidéo, donc on a pu voir la définition du storytelling, etc. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un point qui est aussi hyper important, et la question que beaucoup de personnes peuvent se poser, c'est pourquoi et comment le storytelling est-il hyper puissant ? Le storytelling, comme je vous l'ai dit, il est très puissant parce que c'est une capacité à transformer donc du coup des concepts qui sont hyper abstraits en concepts tangibles. Ce qui fait que quand l'être humain, en fait, il est fait de... L'être humain, il a beaucoup d'associations, en fait, c'est un biais psychologique, j'adore les biais psychologiques parce qu'ils peuvent expliquer en partie beaucoup de choses. L'être humain a ce qu'on appelle très souvent le biais d'association. Si par exemple, je vous dis, imaginons, je vous parle d'un sac Louis Vuitton ou je vous parle d'une marque de luxe, enfin si je vous parle d'une marque de luxe par exemple ou de haute couture, tout de suite vous allez me sortir peut-être une marque comme Louis Vuitton, Chanel, Dior, Gucci, Yves Saint Laurent, Prada, etc. Forcément parce que vous associez le nom haute couture et luxe à ce genre, peut-être pas pour tout le monde, mais dans l'idée on va dire à ce genre de concept-là et à ce genre de marque-là. Et ça c'est ce qu'on appelle le biais d'association, c'est-à-dire que quand vous allez avoir 2 éléments côte à côte, souvent peut-être qu'un de ces éléments va peut-être être associé à l'autre. C'est-à-dire que moi par exemple, si j'ai un micro en face de moi, là, comme ce que vous pouvez voir ici, vous allez vous dire cette personne-là fait du podcast. Alors que si j'avais un petit micro-cravate et que vous ne verrez pas forcément, peut-être que oui, si je parle de podcast, etc., vous vous direz il fait une vidéo. Alors que là, j'ai un micro fixe, posé, stable, qui est juste là. Vous allez vous dire la personne fait un podcast. Mais en fait, on a des biais d'association qui sont hyper récurrents et qui arrivent hyper souvent. Il y a un truc qui marche très très bien aussi, qui définit la capacité d'une marque en marketing ou d'un branding à être associé à quelque chose ou à quelqu'un. Par exemple, si demain je vous dis que Nike va faire un hôtel,
vous allez tout de suite voir à quoi ressemble l'hôtel parce que vous avez ce biais d'association d'imaginer Nike, de comment la marque est définie, comment la marque est puissante et donc du coup de tout de suite pouvoir vous rendre compte de à quoi l'hôtel pourrait ressembler. Alors que si je vous dis la marque, donc la chaîne d'hôtels Marriott, qui est une très grande chaîne d'hôtels de luxe, fait des chaussures, vous allez peut-être un peu plus difficilement vous imaginer à quoi peuvent ressembler les chaussures. Alors que Nike, c'est une marque qui a un storytelling puissant, qui a une histoire puissante, qui a une tagline, qui a vraiment une marque puissante et ancrée dans l'image des gens, qui fait qu'on associe Nike directement à des athlètes, à une marque, voilà, c'est la virgule, c'est le just do it, et ça c'est ce qu'on appelle le biais d'association. Et c'est pour ça qu'en storytelling, c'est hyper puissant, parce que ça permet d'associer des concepts en les rendant du coup très concrets, avec quelque chose, avec une personne, avec un élément, avec une marque, et ce qui permet du coup aux gens en fait de créer ce qu'on appelle des marqueurs dans leur cerveau pour qu'ils puissent se rappeler de ce que vous leur avez dit. Et c'est souvent le cas quand on a quelqu'un qui nous raconte des histoires. On connaît tous quelqu'un qui a une capacité à raconter des histoires captivantes et engageantes. Et c'est toujours de se dire, à ce moment-là, je me rappelle que telle personne a dit ça. Et la plupart du temps, ça vient beaucoup du fait que cette personne-là a créé chez vous un marqueur, a créé une association entre deux ou plusieurs éléments au sein de votre cerveau et sans même que vous en soyez rendu compte. Et c'est pour ça que c'est hyper puissant le storytelling dans cette partie-là. Comme je vous l'ai dit, le storytelling, c'est également, il existe plusieurs formes de storytelling, d'ailleurs on pourra revenir dessus, mais c'est également quelque chose qui est crucial et qui joue un rôle crucial dans ce qu'on appelle l'engagement émotionnel, comme je vous l'ai dit. Pourquoi c'est puissant ? Parce que cette capacité-là de storytelling, les plus grands orateurs, qui soient d'ailleurs des présidents, comme par exemple le président Obama, qui était un très grand orateur et dont j'ai lu le livre et qui est très intéressant, a cette capacité à raconter des histoires, à engager émotionnellement les gens au sein de son discours, par exemple. Et c'est ce qui fait que les gens adhèrent derrière à des idées, à des concepts et à des explications qui sont concrètes. C'est pour ça que ça permet à des personnes aussi de l'engagement émotionnel de pouvoir s'identifier en tant que personne en fait à travers celle qui va raconter cette histoire. C'est-à-dire que peut-être que moi, demain, quand je vais vous raconter, et c'est peut-être un peu le cas d'ailleurs au sein de ces épisodes, mais quand je vous raconte des exemples concrets que j'ai pu vivre ou des ressentis que j'ai pu avoir, si j'arrive à générer une forme d'engagement émotionnel, ne serait-ce que pour une personne qui va me regarder, cette personne-là va se rappeler de moi et va se rappeler de ce que j'ai dit parce qu'elle s'identifie à moi. Et ce concept d'identification et d'engagement émotionnel, ils sont super liés du fait que on va associer des émotions, toujours on en revient à ce principe d'association un petit peu, on va associer des émotions peut-être avec quelque chose qu'on a vécu à nous, donc du coup on transpose un petit peu cette émotion-là avec la personne qui va peut-être la raconter, parce que du coup ça va faire revivre en fait ces petits marqueurs dont je vous parlais juste avant chez une personne. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir cette forme d'engagement émotionnel auprès d'un public, auprès d'une audience. Et pour vous donner du coup un exemple très concret et pour l'illustrer, c'est comme quand vous pitchez en fait une idée à quelqu'un. Si moi demain mes invités, par exemple, imaginons que vous souhaitiez contacter un invité au sein de votre podcast ou pour un épisode spécifique, une vidéo YouTube ou même peu importe, si vous souhaitez capter l'attention d'une personne pour un épisode de podcast on va dire, ou d'une vidéo, l'idée c'est de pas juste lui dire écoute, voilà, je fais une vidéo, j'ai envie de faire un épisode de podcast sur ça. Est-ce que ça te dit de faire une vidéo avec moi ? On va dire que c'est quelque peu, on va dire, monotone et il n'y a pas trop d'intérêt. Alors que si tu pitches l'histoire à la personne, moi ce que je fais, c'est que quand je dis à quelqu'un que je veux faire un épisode de podcast avec lui, je lui explique et je lui montre par A plus B que c'est vraiment la personne que j'ai envie de recevoir au sein de mon podcast pour X, Y, Z et tout ce qui s'ensuit, raison. C'est de donner des raisons à la personne de pouvoir venir. Donc c'est cette capacité à raconter une histoire à la personne et de pas simplement lui dire écoute, j'ai juste envie de faire un épisode de podcast avec toi parce que tu as l'air cool et que tu es intéressant. C'est vraiment d'aller creuser plus loin, d'aller chercher l'émotionnel chez la personne. Et moi ce que je fais, c'est que quand je contacte à chaque fois chaque invité que je veux avoir dans mon podcast, que ce soit des gens plutôt proches de moi ou même des gens qui sont
dans un cercle social éloigné, d'un autre cercle, on va dire, qui ne sont pas des gens forcément très proches, j'essaye d'aller chercher ce petit côté émotionnel. Et souvent, c'est ce qui fait la différence. Vous pourrez avoir le meilleur concept du monde, vous pourrez avoir le meilleur podcast du monde, vous pourrez avoir les meilleurs invités du monde. Si vous n'arrivez pas à générer des émotions chez la personne en face que vous allez contacter, ça servira absolument à rien. C'est vraiment hyper important de garder ça en tête, c'est d'aller susciter de l'émotion chez la personne en face pour, on va dire, faire ce petit plus, ce que j'aime bien, ce que les Américains appellent ce petit extra mile, donc ce petit plus en fait pour aller chercher l'émotion de la personne pour ensuite pouvoir la convaincre de faire quelque chose avec vous, pour votre podcast, pour votre vidéo, etc. etc. C'est pour ça que le storytelling, ce point-là, je tiens vraiment à insister dessus, il est hyper important parce qu'il va permettre d'influencer directement les attitudes et les comportements de quelqu'un à travers peut-être nous, notre histoire, de ce qu'on a déjà pu faire, à travers les histoires de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est hyper important de le maintenir et de garder cette idée en tête. D'ailleurs, les histoires, souvent, c'est ce qui inspire les gens à agir et à passer à l'action. Quand je reviens toujours sur l'exemple que je vous ai donné juste là, si moi, je disais à tout le monde, voilà, je fais un podcast, j'ai reçu une vingtaine de personnes, c'est cool. Moi, ce que je fais concrètement quand je pitch mon podcast et quand je pitch pour aller chercher des invités nouveaux ou voire même pour aller chercher des clients, c'est exactement la même chose. C'est que je leur dis, voilà, moi, quand j'étais, le discours que je leur tiens, je vais vous le donner, c'est que moi, voilà, quand j'ai commencé, j'étais étudiant, j'avais aucune compétence en vidéo, je savais que j'avais un projet, je savais quelles étaient les valeurs qui me tenaient à cœur, je savais l'idée que je m'en faisais, mais j'avais pas de compétences techniques et je partais vraiment de zéro et j'ai commencé à filmer à l'iPhone. Et c'est la vérité, c'est ce que je raconte aux gens. Ensuite, j'ai commencé à investir, j'explique aux gens que voilà, les premiers investissements, quand j'ai acheté ces micros-là, quand j'ai acheté mes caméras, c'était quelque chose qui était extrêmement cher pour moi et qui m'avait un petit peu fait du mal. Et du coup, je m'étais dit, ça m'a engagé émotionnellement à faire quelque chose d'intéressant. Et quand je dis pareil, quand j'explique quel est mon podcast, je dis que c'est comme une extension de moi-même, une extension de ma curiosité qui me permet d'assouvir ce besoin justement de connaissance, de savoir, de curiosité auprès du parcours d'invités exceptionnels et de décrypter les mécanismes qui les ont menés à leur succès. Donc du coup, j'essaye d'aborder des thématiques comme du dev perso, du business, etc. Et j'essaye toujours d'adapter le discours en fonction de l'audience que j'ai. Ça, c'est hyper important en storytelling que vous puissiez le garder en tête. C'est de toujours adapter le discours. C'est-à-dire que quand vous allez parler peut-être à une assemblée de personnes qui ont plus de 50 ou 60 ans, vous allez peut-être pas forcément vous exprimer de la même manière que quelqu'un qui en a 20, 30 ou même 40 d'ailleurs. Ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important, c'est que selon l'audience que vous avez, d'ailleurs, pas forcément que au niveau de l'âge, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Il faut s'adapter aussi à, si c'est peut-être des gens qui sont déjà entrepreneurs, des gens qui souhaitent devenir entrepreneurs, c'est de pouvoir adapter son discours et son storytelling à l'audience que vous allez avoir en face de vous. Si moi, derrière, je m'adressais à des gamins quand je dis gamins, c'est pas péjoratif, mais à des personnes de 12, 13, 14 ans, en leur parlant de podcast, de storytelling, peut-être qu'il y en a qui sont intéressés, mais ça n'a pas du tout d'intérêt, c'est pas du tout mon audience type, ou même des gens qui ont plus de 50 ans, c'est pas du tout ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est des gens jeunes, motivés, qui ont déjà un business, donc déjà une catégorie de personnes, pour pouvoir ensuite segmenter quel va être mon discours et comment je vais l'orienter en fonction de mon audience type pour pouvoir essayer de les convaincre. Donc du coup, ce que je veux que vous reteniez, c'est vraiment cette capacité à raconter une histoire et à surtout adapter son discours en fonction de la personne. Ça, c'est quelque chose qui est hyper, hyper important. L'idée derrière le storytelling aussi, c'est que c'est un outil et un moyen qui permet de bâtir son personal branding. C'est vrai que je vais en revenir beaucoup de fois sur ce sujet-là, le personal branding, mais c'est quelque chose qui est hyper important à pareil tenir en considération, c'est que ça participe durement et véritablement à la construction d'un personal branding. C'est-à-dire que le plus vous allez répéter un nombre de fois assez important, un nombre de concepts, votre histoire, votre pitch, c'est ce qui va permettre de construire votre personal branding. Quand, par exemple, si je vous donne un exemple très concret, un personal branding qui est très puissant, celui de Steve Jobs, donc créateur d'Apple. Pourquoi le personal branding de Steve Jobs est hyper puissant alors qu'à l'époque on n'avait pas autant de moyens de communication. C'est d'ailleurs même lui qui a créé une bonne partie des outils qu'on utilise, notamment là la tablette que j'utilise là, cet iPad.
Enfin bref, tout ça pour vous dire que pourquoi cette personne-là, il a un personal branding qui est hyper puissant, c'est parce que c'est grâce à son storytelling. Je vous mettrai à l'occasion peut-être des ressources ou une liste de vidéos desquelles je m'inspire énormément. C'est les keynotes de Steve Jobs. Donc les keynotes, c'est des événements où Steve Jobs, en fait, tout simplement, annonçait quelles étaient les nouveautés de l'entreprise Apple, notamment au niveau des nouveaux produits, des nouveautés, des nouvelles technologies qu'ils utilisaient. Et du coup, je vous mettrai le lien peut-être notamment dans cette vidéo YouTube et de cet épisode de podcast d'une des keynotes de Steve Jobs quand il présente vous savez, le petit nanopod pour écouter, donc le petit MP4, le lecteur de musique, nanopod de chez Apple. Là, je ne sais plus si c'est exactement ça d'ailleurs le nom, mais bref. Voilà, donc il explique, en fait, tout simplement, au lieu de dire c'est un lecteur dans lequel vous pouvez écouter 10 000 heures de musique ou machin, il dit alors j'ai plus le discours exact, mais dans sa manière de l'expliquer, de lancer, d'exposer son produit à la terre entière et de démontrer voilà, la nouveauté technologique et l'importance que ça a, il va dire voilà, dans ce petit objet, dans ce petit boîtier de technologie, vous pouvez stocker l'équivalent de plus de 20 000, 30 000, 40 000 musiques, ce qui était énorme à l'époque d'ailleurs. Pour nous, ça pourrait paraître rien maintenant parce qu'il y a des plateformes qui existent comme Spotify, Deezer, Amazon Music. D'ailleurs, petite parenthèse, si c'est pas fait encore, je te laisserai mettre 5 étoiles sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify et un petit like sur YouTube et n'hésite pas à t'abonner d'ailleurs si les vidéos te plaisent. Mais bref, tout ça pour dire que à l'époque, c'était quelque chose d'énorme et il aurait très bien pu décrire de manière très froide et très technique ce qui était déjà assez impressionnant pour l'époque au niveau des caractéristiques que proposait cet appareil électronique-là. Mais voilà, Steve Jobs, il essaie à chaque fois d'instaurer une âme à ses lancements de produits, à ses keynotes, etc. et desquels tout le monde, aussi bien dans la Silicon Valley que dans le monde entier, se rappelle parce qu'elles étaient filmées, parce que Steve Jobs avait vraiment, s'habillait toujours de la même manière, il avait une manière de s'exprimer qui était assez spéciale, et tout ça, il l'a rendu possible grâce au storytelling. Et c'est pour ça que c'est hyper important de raconter des histoires pour la moindre des choses que vous faites. Les gens se rappelleront forcément de vous si vous racontez des histoires derrière. C'est hyper important parce que ces histoires-là, elles permettent aux gens d'associer et de bâtir une image autour de vous à travers justement ces concepts-là, ces histoires-là, et les gens viendront vous chercher pour ça après. C'est quelque chose qui est long, qui met du temps, et avec lesquels il faut être à l'aise, il faut assumer ces concepts-là, mais ça prend du temps, mais c'est quelque chose qui est très bénéfique pour votre personal branding. Ensuite, il y a un deuxième aspect où je voulais rentrer un peu plus dans le détail dans cette deuxième partie de vidéo, c'est le pouvoir des exemples pour visualiser et captiver l'attention de l'audience. Le storytelling, ça permet de capter l'attention, comme je vous l'ai dit, des gens en racontant une histoire pour transformer quelque chose de très abstrait en quelque chose de très tangible. Ça, c'est une chose qui est valable dans tous les domaines de la vie. Vous le remarquerez, peut-être que vous l'avez déjà subi à l'école, on a tous, et moi le premier, j'ai un exemple qui est très concret qui me revient, c'est les cours d'histoire géo. En fait, les cours d'histoire géo, moi je voyais tout de suite si c'était un bon prof dans l'idée, entre guillemets, si c'était un bon prof ou un mauvais prof d'histoire géo, parce que quand on raconte l'histoire à quelqu'un, j'avais des profs qui étaient très scolaires, fallait lire le manuel, etc., qu'on avait, et faire quelques petits exercices, répondre à des questions. Et les meilleurs profs d'histoire géo que j'ai eu de toute ma vie, c'était, je me rappelle, au lycée, et c'était des profs qui, en fait, racontaient l'histoire et vivaient l'histoire. C'est-à-dire que pour arriver à se projeter, en fait, ils arrivaient à rendre les cours intéressants et à raconter une histoire, l'histoire en fait, sur l'histoire en tant que telle, sur des périodes bien sûr de temps donné, Seconde Guerre mondiale, même le conflit entre Israël et Palestine, plein de sujets historiques. Et l'idée c'était vraiment, ils arrivaient à rendre concret et à pouvoir garder justement longtemps notre attention parce qu'ils ont cette capacité à transmettre des exemples et à donner des choses très tangibles et à rendre tangibles des concepts des fois ou des choses qu'on a peut-être qu'on n'a jamais vu, ça c'est sûr, mais donc du coup ils arrivaient à les rendre concrets avec des exemples concrets, soit des exemples de maintenant, soit des exemples qui peuvent nous parler à toutes et à tous pour pouvoir justement s'imprégner de ces cours-là. Et c'est pour ça que moi je me rappellerai toujours de certains cours d'histoire et d'une certaine manière de raconter les choses parce qu'on nous donnait des exemples très concrets et les profs étaient géniaux justement et avaient cette capacité de storytelling. Et c'est pour ça que c'est hyper important parce que c'est ce qui permet pour moi, dans plein de domaines de la vie,
c'est utile à plein de choses et les gens se rappelleront de vous pour ça. Et quand les gens se rappellent de vous dans un monde où l'information est partout, est multiple et prend différentes formes, il y a de l'infox, enfin voilà, il y a énormément de choses à tenir en considération. C'est hyper important d'utiliser ça, notamment. Donc comme je vous le disais, les exemples, c'est pas juste dans le fait de rendre des messages beaucoup plus tangibles et concrets, ça permet aussi de participer à une forme d'engagement émotionnel. C'est-à-dire que peut-être que moi, l'exemple que je vais vous donner là et les exemples que je vous donne vont permettre à vous aussi de vous rappeler et d'associer ces exemples-là à votre propre vécu et à vos propres exemples. Et ça, c'est hyper important, pareil, de le tenir en considération pour pouvoir avoir cette capacité à tout simplement raconter donc du coup une histoire. Ça permet d'illustrer par exemple pour beaucoup d'entreprises, dans le cadre du privé notamment, de pouvoir rendre peut-être plus concret et de pouvoir augmenter l'impact et la valeur perçue d'un produit ou d'un service via ce biais-là. Si demain Apple, et d'ailleurs ça contribue à beaucoup de marques, je continue avec cet exemple-là que j'aime beaucoup, Apple au niveau de son storytelling il se traduit à différents niveaux et ça passe également par la noblesse du matériel, des matériaux utilisés, ça passe aussi par sa stratégie de prix, c'est-à-dire que si demain je vous dis, écoutez, regardez, il y a un iPhone qui est vendu à 400 €, même à 300 €, je ne suis pas persuadé qu'il y aurait autant de monde pour se l'acheter parce que la valeur du produit, l'histoire qu'on a derrière et cette quête de qualité et cette recherche de performance et d'exception du produit ne serait plus du tout là. Et le storytelling se traduit ici par le prix dans certaines marques. Si on vous proposait du Louis Vuitton à peut-être 20-30 €, vous me direz, c'est pareil, ça n'a pas d'intérêt, je ne comprends pas. Le storytelling fait partie également, est une composante des prix. C'est pas seulement un aspect marketing avec une stratégie de positionnement et de pricing d'écrémage ou par le haut, c'est vraiment cet aspect de comment est-ce qu'on arrive à faire ruisseler le storytelling sur différents aspects de son business. Et la marque Apple a réussi à le faire aussi bien sur le nom de ses produits, c'est-à-dire qu'on n'achète pas une tablette chez Apple, on achète un iPad, on n'achète pas un smartphone, mais on achète bien un iPhone, on n'achète pas d'ordinateur, ni d'ordinateur portable, ni de laptop en anglais, on achète un iMac, on achète un MacBook, et ça fait partie du storytelling. Et c'est pour ça que c'est une marque qui est très puissante, et les exemples sont intéressants à prendre avec cette marque-là, et vous pouvez les appliquer à plein d'autres domaines. Et c'est pour ça que cette capacité à engager émotionnellement ça permet d'influencer les attitudes et les comportements, et ça permet, ce que je disais, je m'étais perdu, ça permet d'augmenter la valeur perçue et peut-être même derrière la valeur réelle d'un produit. Mais en tout cas, aux yeux des clients, si demain vous vendez quelque chose, si c'est pas un minimum storytellé, si c'est pas un minimum mis en valeur, si la valeur perçue de votre offre, de ce que vous avez à proposer, ou même de votre invitation, si vous souhaitez inviter quelqu'un pour un podcast, ça va être compliqué de pouvoir augmenter cette valeur-là si vous n'utilisez pas des concepts comme le storytelling. Donc c'est hyper important. Là où je voulais en venir, et c'est la partie pour moi qui est une des plus importantes de cette vidéo et de cet épisode de podcast, c'est que le storytelling, c'est un outil puissant dans le podcast vidéo. Parce que tout simplement, dans le cadre d'un podcast vidéo, on peut combiner deux aspects qui sont hyper intéressants. C'est les avantages de la narration et les atouts visuels et auditifs qu'on a avec ce format vidéo. Le podcast simple, donc le podcast audio, tout va se baser sur la narration. Si j'avais des propos comme ce que vous voyez là, tout le long sur de l'audio, vous n'aurez peut-être pas la même forme d'engagement que si on est sur quelque chose comme de la vidéo avec du visuel et de l'auditif. Là, on va chercher à capter plusieurs points d'attention en plus de la narration. Et moi, il y a 3 choses, je trouve, qui peuvent être assez intéressantes avec ce format-là. C'est que ça permet de fidéliser une audience. Donc, le storytelling, ça va renforcer cet aspect de fidélisation d'une audience parce que vous allez raconter des histoires, donner des exemples concrets aux personnes qui vont vous écouter sur votre niche, dans votre thématique, sur votre business. Et du coup, ça va contribuer à fidéliser une audience qui va vous suivre régulièrement, qui va vouloir à chaque fois avoir des nouveautés, avoir de nouvelles histoires. Et ça permet également de construire et de contribuer, comme je vous l'ai dit juste avant, à développer votre personal branding. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi aussi c'est intéressant pour le format podcast vidéo? C'est aussi intéressant car on a une authenticité qui est renforcée. C'est-à-dire que les gens vont se passionner pour vous, c'est-à-dire pour qui vous êtes, pour votre histoire. C'est un peu lié avec le personal branding, mais là où c'est intéressant, c'est que
Dans ce format-là, je m'exprime librement, il n'y a pas de cut, j'emploie des mots dont j'ai envie d'employer, bien sûr, tout en restant dans la limite du raisonnable, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cet aspect authentique et cet aspect réel, en fait, où les gens peuvent réellement s'identifier à vous. Et comme je vous l'ai dit, le concept d'identification et d'exemple, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour garder en attention et garder en haleine une audience, mais aussi pour développer, du coup, votre personal brand et faire ruisseler, comme je vous l'ai dit, le storytelling sur tous les aspects de votre business, et ça contribue à quelque chose pour faire une exponentielle sur du long terme. Donc ça renforce vraiment une authenticité et les gens vont vraiment se passionner pour vous, et je peux vous l'assurer que vous êtes après identifié en tant que tel. Moi, pour vous donner un exemple concret là-dessus, tous mes potes et des connaissances d'ailleurs que j'ai maintenant autour de moi s'identifie à Valentin, le mec qui fait des vidéos, et pour ceux qui me connaissent encore un petit peu mieux, c'est Valentin, le gars qui fait des podcasts, tu vois, c'est Valentin Mindflow. Et ça me permet d'être authentique aux yeux de mon audience et des gens qui vont m'écouter, et ils vont me faire confiance parce qu'ils savent qu'ils m'identifient uniquement à ça pour l'instant. Ça permet aussi de vulgariser, comme je vous l'ai dit, des exemples et des concepts complexes. Et ça permet de travailler aussi plein de piliers de contenu différents. C'est-à-dire que le storytelling, vous pouvez aussi bien l'appliquer sur forcément des histoires de vie, des choses concrètes, mais vous pouvez aussi l'appliquer à des éléments beaucoup plus techniques, et ça permet de les rendre concrets. Par exemple, quand vous allez donner X astuces pour faire Y chose, si derrière vous l'illustrez avec des exemples concrets que vous ayez vécu, ou une histoire, ou on va dire un concept en particulier, ça permet tout de suite de vulgariser ces concepts et de les mémoriser, donc du coup d'ajouter en fait ce concept de valeur aux yeux des personnes qui vont vous regarder et même des personnes qui vont vous écouter. Du coup, ce que je voulais dire en quelque sorte pour résumer cette vidéo sur le storytelling, qui j'espère vous aura plu, c'est que le storytelling, notamment dans le podcast vidéo, ça permet de présenter des concepts assez complexes et de manière accessible et de manière simple. C'est particulièrement utile pour à la fois délivrer de la valeur, donc pour créer du contenu caractère éducatif, pour inspirer, motiver les gens et inciter l'audience que vous allez avoir, ou même vous qui m'écoutez, à prendre des actions spécifiques en fonction de ce qui est dit, comme suivre des conseils, adopter des nouvelles habitudes, ou soutenir une initiative, une action, ou même actionner un passage à l'action. Donc pour conclure, je dirais que le storytelling dans le podcast vidéo, c'est un outil puissant qui combine plusieurs choses. Comme je vous l'ai dit, c'est la capacité, donc les forces de la narration, donc la capacité à raconter une histoire, intégrer avec ça donc du coup des capacités visuelles et auditives, donc avec le format vidéo qui le rend beaucoup plus attractif et beaucoup plus intéressant, pour créer à chaque fois une expérience au sein de vos épisodes qui soit immersive, qui soit surtout émotionnellement engageante, ça revient toujours ce concept-là, et mémorable. Et pour terminer, comme je vous l'ai dit, les 3 points qui sont hyper importants que vous reteniez au niveau storytelling, c'est cet aspect émotionnellement engageant, exemple concret et tangible, et enfin, le dernier aspect qui est captiver dès les premiers instants l'attention de l'audience, des personnes qui vont vous écouter, vous regarder, vous lire et vous rencontrer. Donc voilà, j'espère que cet épisode, donc du coup, si tu m'écoutes, il t'aura plu. Moi, j'étais en tout cas ravi de pouvoir avoir pu t'expliquer un peu ce concept-là sur le storytelling. N'hésite pas à me dire d'ailleurs s'il y a des éléments que tu voudrais que je reprenne, ou si tu voudrais que je fasse un épisode plus en détail sur un concept en particulier lié au storytelling ou même au personal branding, ce serait avec plaisir. N'hésite pas à t'abonner, à mettre la petite cloche et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Mindflow. C'était Valentin, je te dis à très bientôt. Ciao.